Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à l'invitation de Sophie Ottman du Centre de linguistique appliquée, donc pour partager une partie de mes recherches et réfléchir avec vous au développement de la compétence d'interaction à l'oral, en particulier par le biais de la visioconférence poste à poste. Quelques mots sur moi, je suis donc chercheur, enseignant-chercheur à l'Université Lumière Lyon 2 et je suis membre du laboratoire ICAR de Lyon 2. On travaille en particulier sur les interactions en ligne. Voilà. Alors, je vais donc diviser mon intervention en plusieurs points, comme vous le voyez à l'écran ici, faire un certain nombre de constats dans un premier temps par rapport à la nécessité de développer des compétences à l'oral et voir en particulier ce que le numérique a à offrir. Ensuite, je développerai plus particulièrement un certain nombre de réflexions sur la télécollaboration, dont je donnerai donc un certain nombre de définitions. J'aborderai également les défis pédagogiques qui peuvent se faire jour pour les enseignants et en particulier le rôle qu'ils peuvent jouer pour mettre en place des projets télécollaboratifs par le biais de la visioconférence. Puis enfin, je donnerai donc quelques conclusions et proposerai des ressources que vous pouvez trouver en ligne pour un petit peu continuer la réflexion sur le sujet du développement des compétences orales par le biais de la visite. Voilà, alors, pour entrer un petit peu maintenant dans le sujet, on sait que bien qu'il y ait eu énormément de travaux en didactique des langues sur la question du développement des compétences orales depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on sait que malgré tout, la question du développement de la compétence orale et du développement des interactions orales demeure entière. Alors, j'avais trouvé ce chiffre qui me paraissait extrêmement intéressant au niveau de collègues américains, une recherche récente menée en 2013, qui disait que seulement la moitié des étudiants atteignaient le niveau B2, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes que l'on peut voir en France comme dans d'autres pays. Et selon d'autres collègues, en particulier Malone et ses collègues, il s'agirait d'avoir 720 heures de pratique pour atteindre le niveau B2. Je pense que dans la plupart des institutions scolaires et universitaires, on est malheureusement bien loin de ce chiffre. En fait. Alors, ce qui m'amène maintenant à dire un certain nombre de choses par rapport à ces compétences orales et en particulier d'interaction orale qui sont peu développées en contexte institutionnel. On sait pourquoi, hein, quand on regarde un petit peu les différents problèmes qui peuvent se faire jour pour les enseignants. Souvent, c'est des problèmes de temps. Il y a peu d'heures qui sont consacrées au développement des compétences orales au lycée, au collège et encore moins peut-être à l'université. Il y a des contraintes qui se font jour, qui sont souvent des contraintes matérielles, des contraintes d'organisation de la classe. Et puis le programme, alors si on pense au lycée, le programme est quand même très orienté sur l'écrit, ça change un petit peu pour le baccalauréat. Et le CLES a également changé un petit peu ce qui se passait dans les centres de langue en France, mais c'est vrai qu'on voit que encore beaucoup de choses se font sur l'écrit et un petit peu moins au niveau de l'oral. Souvent, les compétences orales sont développées à un séjour, envoyées à un séjour qui aura lieu à l'étranger, hein, et on dit que ce sera toujours le moment pour développer ces compétences. Et du coup, c'est vrai que l'institution est souvent assez démunie pour développer justement ces compétences orales chez les apprenants, chez les étudiants. Alors, l'action qu'on peut se poser aujourd'hui, que je vous pose, c'est en partant de l'idée des outils, enfin des outils numériques, en partant d'une organisation particulière, à savoir la télécollaboration, est-ce qu'on peut développer un certain nombre de pistes pédagogiques pour améliorer cette situation? Alors, ça m'amène également à dire, dans une enquête que j'avais menée en 2012 dans un ouvrage qui était paru aux éditions Didier, où je regardais un petit peu justement comment les enseignants intégraient ou pas d'ailleurs les technologies dans
leur travail d'enseignant. Vous voyez ici les chiffres apparaître dans ce tableau, donc par le biais d'une enquête par questionnaire que j'avais menée auprès de 180 enseignants. Et on s'apercevait que 6 enseignants étaient très à l'aise pour enrichir les cours avec des documents authentiques qu'ils trouvaient sur Internet ou pour faire effectuer des recherches aux élèves. On s'apercevait qu'en revanche, il n'était que 10% à mettre en place un partenariat avec une classe à distance. Mais, et vous voyez que les chiffres sont un peu différents par la suite pour le blog, le forum ou le wiki, que malgré tout, même s'ils n'avaient pas fait ceci, ils étaient quand même plus de la moitié à reconnaître la pertinence pédagogique de ceci, ce qui est quand même une indication tout à fait intéressante. Donc, pertinence perçue par rapport à la télécollaboration. Donc, il me semble que dans le domaine de la didactique des langues, il s'agit de s'emparer de cette pertinence perçue par les enseignants, peut-être pour développer un certain nombre de projets. Alors, ça m'amène maintenant à la notion de télécollaboration. Alors, il y a eu beaucoup de travaux ces 10 dernières années qui ont été faits sur ce domaine. Je pourrais citer un certain nombre d'auteurs. Il y a eu beaucoup de choses. Je sais qu'il y a un numéro en particulier, ALSIC, qui va être consacré à ce sujet. Les travaux de Robert Audard me semblent extrêmement intéressants également pour creuser cette question. Et un chapitre tout récent qui vient d'un handbook qui vient de sortir par Melinda Dooley nous permet également de mieux comprendre ce qui se joue lorsque l'on parle de télécollaboration. Alors très simplement, au niveau de la télécollaboration et de sa définition, on sait qu'un projet télécollaboratif, donc, l'idée c'est de mettre en relation deux classes. Ces deux classes sont de langues et de cultures différentes et on va utiliser des outils numériques, donc, qui sont des outils de communication médiatisée par ordinateur. Dans un premier temps, ces projets télécollaboratifs ont surtout utilisé des outils asynchrones. J'y reviendrai dans un instant avec des exemples. Et puis, plus récemment, on va dire depuis une dizaine d'années, on a commencé à utiliser des outils synchrones, en particulier l'audioconférence. Je pense aux travaux, par exemple, développés à l'Open University du Royaume-Uni, en particulier les travaux de Marie-Noëlle Lamy. Et puis, plus proche de nous, quelque chose que nous avons développé ici à Lyon 2, des travaux sur la visioconférence poste à poste. Je pense en particulier aux travaux qu'on a publiés dans ALSIC avec Rick Kern et Christine Devlot. Donc, il s'agit de mener un certain nombre de tâches en contexte pédagogique en mettant donc en relation deux classes de langues et de cultures différentes. Je vais vous donner maintenant deux exemples historiques. Le premier qui a été développé par Gilbert Furstenberg lorsqu'elle était enseignante au MIT. Elle travaillait avec Catherine English je crois que c'était à l'école des ponts à Paris. Et ce projet Cultura, alors là, il était par le biais d'outils asynchrones. Et ce qui était vraiment intéressant dans ce projet, c'est que chacun parlait dans sa langue, mais comprenait, essayait de comprendre l'écrit des partenaires américains, si on se place du côté des Français, par le biais d'un forum et déclenché par un certain nombre de situations. Par exemple, si vous voyez une mère qui gifle son enfant à la caisse de Carrefour ou d'Auchan le samedi, quelle est votre réaction? Et donc, on voyait ici qu'il y avait bien sûr une intercompréhension culturelle de ce qui se fait ou peut se faire en France ou aux États-Unis, de la place de l'enfant, dans l'exemple que je viens de donner, qui était tout à fait intéressant. Et puis un autre projet plus proche de nous, qui a été développé par des collègues à la frontière, dans un premier temps à la frontière franco-allemande, où il s'agissait d'apparier des classes de première, des classes de primaire, excusez-moi. Donc il y avait un certain nombre de projets, enfin de séquences pédagogiques qui étaient mises en place. Et puis donc les enfants interagissaient. La plupart du temps, c'était par le biais du mail, l'envoi de photos, choses comme ça. Et puis à la fin, parce qu'on était à la frontière franco-allemande, il y avait une rencontre qui était organisée et donc ça terminait cette séquence pédagogique de manière tout à fait conviviale. Alors, par rapport aux principes fondamentaux qui sont à la base de la télécollaboration, deux principes.
le principe de réciprocité, c'est-à-dire que chaque apprenant est apparié à un partenaire d'une autre classe distante et donc on est bien ici, on donne autant qu'on reçoit. Et un autre principe qui est le principe de responsabilité, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire attention à un engagement qui sera équilibré dans lequel chacun des apprenants va tenir son rôle de manière responsable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, par exemple, de ne parler qu'en français pendant 1 heure, mais bien, par exemple, de parler français pendant 30 minutes et français pendant 30 autres minutes si on a des partenaires hispanophones. Alors, un exemple de projet télécollaboratif que je laisserai sur le site, une petite vidéo ici qui montre deux étudiantes de Lyon 2. C'est un projet que j'aime bien parce qu'il est un petit peu différent. C'est pas classe à classe cette fois-ci, c'était un projet donc, qui a été mis en place par Eka Johnson au Centre de langue de Lyon 2, par le biais duquel les étudiantes de Lyon 2 donc, étaient appariées avec des personnes âgées d'une maison de retraite aux États-Unis. Et c'était tout à fait intéressant ce projet parce que ça changeait un petit peu ce que l'on voit la plupart du temps dans le domaine. Quand il s'agissait ici de recueillir des témoignages, il y avait un vrai échange qui était tout à fait intéressant et d'autant plus intéressant socialement que les personnes âgées sont souvent assez isolées, rencontrent peu de gens hein, pendant leur journée et donc, ça amenait ici à vraiment interagir par le biais de la visioconférence et ça crée une coprésence vraiment intéressante. En particulier dans cette séquence pédagogique donc, mise en place par Erika Johnson, il s'agissait de recueillir des témoignages, mais également de reconstruire un petit peu la culture par petites touches hein, des personnes donc, qui faisaient partie de cet échange. Il y avait une utilisation de la multimodalité, un des exemples par exemple dans cet échange, c'est de voir une de ces personnes donc dans la maison de retraite aux États-Unis en train d'expliquer comment elle faisait un origami. Et donc, il y avait toute une utilisation des gestes voilà, qui permettaient encore une fois de créer, de négocier du sens par le biais non seulement de la voix, mais par le biais de l'image. On sait hein, combien les gestes, les expressions faciales, le contexte autour peuvent donner des indications plus ou moins riches sur l'oral et en particulier peut-être permettre d'avoir accès à la prononciation, d'avoir accès à certains éléments culturels qui sont liés à la façon que les gens ont de parler suivant leur culture. Ça permettait donc dans ce projet de réfléchir à la langue et également à la culture. Alors, quels sont les atouts de ces projets télécollaboratifs? Comme je l'ai dit à l'instant, ils permettent de négocier le sens. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit de mettre les participants en situation de comprendre la culture de l'autre, de les mettre dans des situations qui ne sont pas trop banales, hein, par le biais de tâches qui sont bien pensées au départ, et l'idée, bien sûr, c'est quand il y a incompréhension, quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, quand quelque chose dans la culture surprend, choque, amuse, de pouvoir demander un certain nombre d'éléments explicatifs et donc faire un petit peu plus attention, encore une fois, à son interlocuteur. Donc on voit bien ici qu'on est dans une interaction intéressante avec un développement de compétences qui sont assez sensibles parce que, encore une fois, c'est pas comme lorsque l'on travaille avec son camarade de classe dans un jeu de rôle, dans un groupe de travail, et que tout le monde finalement partage une même culture, lorsque par exemple on est en France et qu'on fait ce genre de choses-là, mais là on est pour de vrai, de manière authentique, avec des personnes, avec des individus qui n'ont pas la même culture et qui peuvent parfois rencontrer des problèmes de compréhension, des différences culturelles. Donc tout ça est extrêmement intéressant. Alors, encore une fois, ce n'est pas si simple, ça pose un certain nombre de défis pédagogiques par rapport au développement de la compréhension, de l'intercompréhension. On sait, et de nombreuses études ont été menées par rapport à ça, que bien souvent dans ce type d'échange, l'attention des apprenants est surtout portée sur la négociation du sens, comme je viens de le dire,
et cela se fait parfois au détriment de la correction linguistique. C'est-à-dire que finalement l'important c'est de communiquer, mais bon, ça passe, on laisse un petit peu de côté les aspects grammaticaux, les aspects lexicaux, hein, tout ce qui est lié à la correction, à la justesse linguistique. On peut penser également que ça met les apprenants en situation de produire ou d'entendre des messages qui sont éloignés des normes linguistiques, hein, ce qui peut poser un problème. Je ne suis pas sûr que ce soit un vrai problème, mais malgré tout, c'est une question qui se pose. On peut se poser la question également de se demander si des apprenants qui ne sont pas des linguistes, qui ne sont pas des grammairiens, qui ne sont pas des spécialistes de l'apprentissage, sont toujours en situation de pouvoir corriger ou reformuler les énoncés de leurs interlocuteurs. Donc ça suppose, encore une fois, de mettre un certain nombre de procédures pédagogiques en place pour que tout le monde puisse être gagnant dans ce genre de situation. Je reviendrai encore une fois à ces procédures pédagogiques dans un instant. Deuxième défi pédagogique, ce n'est pas le moindre, et j'ai vécu hein, ces défis pédagogiques au premier plan lorsque nous avons mis en place l'échange avec Rick Kern à l'université de Berkeley, puis avec Françoise Blair à l'université de Dublin City University, puis avec une collègue qui travaille à l'université Oberta de Catalunya. Il peut y avoir des ruptures de communication, hein, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de réseau. Nous arrivait un jour, par exemple, d'avoir le réseau de Lyon 2 qui était tombé en panne, et donc l'interaction n'avait pas pu avoir lieu à Lyon 2. On avait été obligé de renvoyer à toute vitesse tous les étudiants chez eux pour qu'ils puissent mener cette interaction de chez eux et pas de l'université. Un petit peu moins anecdotique, vraiment important à envisager quand on se lance dans un projet télécollaboratif. Il peut y avoir des malentendus qui se font jour, souvent dus à une mauvaise compréhension des différences culturelles. Alors, ça a été très bien vu hein, dans un article important de Ritter et Odard. C'est un projet franco-allemand, excusez-moi, allemand entre des Allemands et des Américains, et donc avec des représentations un petit peu figées de ce que sont les Allemands ou de ce que sont les Américains. Je vous laisse bien sûr enfin, imaginer les stéréotypes hein, qui pourraient se faire jour de part et d'autre, et du coup, parfois ça a mené à ce qu'il y ait des échanges qui échouent justement parce que les étudiants tout d'un coup disaient mais c'est pas possible de travailler avec ces Allemands, ils sont trop, ou ces Américains, franchement, ils ne pensent qu'à, et ainsi de suite. Et donc, du coup, il y avait rupture de communication et on était obligé de trouver d'autres partenaires. Donc, je vous renvoie à cet excellent article hein, qui donne justement des pistes pour faire attention à ces différences interculturelles et préparer un petit peu le terrain. Par rapport aux enseignants et par rapport à leur rôle, il est extrêmement important d'apporter un soin tout particulier aux questions pratiques. Lorsque nous faisions cet échange avec Rick Kern, un des gros problèmes que nous avions, c'était les 9 heures de décalage horaire entre la côte ouest des États-Unis et Lyon. Et c'est vrai que ça supposait, encore une fois, d'avoir pensé à ces décalages horaires, d'avoir pensé au passage à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été, d'avoir pensé aux fêtes hein, qui peuvent être différentes de part et d'autre. Bien évidemment, on a besoin d'un équipement particulier. Enfin bon, maintenant, ça s'est amélioré énormément dans les lycées et dans les universités, mais c'est vrai qu'avoir accès à des ordinateurs qui sont en bon état de marche, avec webcam, avec son et toutes ces choses-là, c'est bien sûr tout à fait important. Et puis, autre chose qui est beaucoup soulignée dans la littérature sur la question de la télécollaboration, ça a trait également à l'implication des enseignants. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important lorsque l'on trouve un partenaire qui veut s'impliquer dans un projet télécollaboratif, d'échanger assez longuement, idéalement même de se voir ou de se parler par le biais de Skype, pour être bien d'accord sur
les enjeux, sur les attentes, sur les objectifs, sur la façon d'assurer la réciprocité et la responsabilité dont je parlais tout à l'heure et qui sont à la base, encore une fois, de la télécollaboration, pour qu'il n'y ait pas de malentendus ou de problèmes qui sont souvent assez fatigants et qui peuvent mener à l'échec de certains projets télécollaboratifs. Donc, en tout cas, encore une fois, je crois qu'un des conseils majeurs par rapport à ça, c'est de se mettre bien d'accord sur les visées pédagogiques partagées par des collègues. Et je conseillerais parfois de ne pas se lancer dans un projet sans avoir passé cette étape qui me semble primordiale. Au niveau de ce que les enseignants ont à faire, il y a bien entendu une conception assez soigneuse, me semble-t-il, en amont des projets télécollaboratifs, euh, de tâches qui seront appropriées à ce médium particulier. Encore une fois, parce qu'on a l'image, parce qu'on a le son, parce qu'on peut avoir accès au contexte, il me paraît important, encore une fois, d'aller chercher cette multimodalité et d'en tirer parti au maximum. Comme je l'ai dit, il est important que les partenaires soient engagés de manière égale dans les interactions et puis qu'il y ait des moments de négociation du sens, j'en ai parlé tout à l'heure, des moments de collaboration, c'est-à-dire construire quelque chose ensemble, construire une liste, hiérarchiser un certain nombre d'éléments qui peuvent paraître à discuter, et puis également des comparaisons interculturelles pour déconstruire un certain nombre de stéréotypes que l'on peut avoir justement sur la culture. J'ai un joli exemple, hein, c'était tout un travail qui a été fait sur les bobos de la Croix-Rousse, et donc où petit à petit, avec les étudiants irlandais de Françoise Blin, il s'agissait de comprendre ce qui étaient ces bobos et petit à petit de voir s'il y avait des bobos également en Irlande, à quoi ils correspondaient, si on parlait de la même chose, qu'on parlait d'un bobo français ou d'un bobo irlandais. Et voilà, là, il y avait tout un travail, encore une fois, sur l'échange, sur la compréhension de l'autre qui me paraissait vraiment intéressant. Euh, des tâches, donc encore une fois, qui vont alterner des moments de négociation du sens, de collaboration, de comparaison, et puis en amont de ces interactions, parce que, je l'ai dit, il peut y avoir des problèmes interculturels qui peuvent se faire jour, il est important d'avoir, avant même que les échanges par la visio se fassent, des activités qui vont permettre de sensibiliser les apprenants aux différences interculturelles, par exemple, peut-être des façons de voir les choses, par exemple une agressivité qui peut être perçue, mais qui est une façon de parler, des choses comme ça, en fait. Et ce travail de préparation permet, souvent en s'appuyant sur des corpus d'autres situations, de situations passées, d'enrichir et de préparer les échanges. Alors j'arrive à ma conclusion. Ce qui me paraît vraiment intéressant au niveau de la télécollaboration par le biais de la visioconférence, c'est le fait que cette situation présente un enjeu authentique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent, ce que l'on peut faire dans une classe de langue, c'est, si on veut travailler l'oral et que ça ne soit pas un échange entre l'enseignant et les apprenants, c'est de faire un petit travail de groupe, hein, c'est ce qu'on va faire, ou par deux, ou par trois, ou plus, et souvent quelque chose qui paraît très inauthentique parce que tout le monde partage une même langue et une même culture. Ici, par le biais des projets télécollaboratifs, on a un enjeu qui est réellement authentique et c'est vrai que le temps d'exposition, le temps d'interaction est beaucoup plus important que ce qu'on peut faire pendant le temps pédagogique habituel quand on se situe en France. Il me paraît extrêmement important de ne pas s'arrêter à juste ce qui se passe et développer la fluidité des apprenants pendant les interactions, mais de pouvoir également enregistrer
quand c'est possible. Il y a beaucoup de programmes maintenant qui permettent d'enregistrer tout ce qui se passe à l'écran, comme c'est le cas aujourd'hui, et de pouvoir finalement faire des mini-corpus par le biais desquels les apprenants vont pouvoir revenir, choisir des moments qui les ont intéressés plus particulièrement, des moments où ils ont eu du mal à comprendre leurs interlocuteurs, des moments où ils vont travailler sur leur propre production orale et sur des moments qu'ils ont choisis et qui leur paraissent particulièrement riches au niveau culturel, au niveau pragmatique, au niveau lexical, au niveau grammatical en particulier, hein, c'est-à-dire des choses qui sont saillantes et qui peuvent tout à fait constituer des petits clips hein, sur lesquels ils vont travailler, présenter en classe, échanger et qui permettra d'aller au-delà de l'interaction elle-même, mais d'en creuser un peu plus profondément tous les aspects. Et là, l'enseignant a vraiment un rôle à jouer, encore une fois, de médiateur culturel et linguistique pour essayer de développer, encore une fois, pas seulement la fluidité, mais la correction et la complexité des messages. Et si on arrive à alterner idéalement ces moments d'échange en ligne et des moments de retour sur ces échanges, à mon avis, on peut vraiment magnifier, enfin, améliorer ou rendre encore plus intéressant ces moments d'échange. En fait, hein. Ça, c'était la première conclusion. Je voulais également mentionner un certain nombre de ressources en ligne. Alors, bien sûr, tous les travaux que vous pouvez trouver en ligne sur la question de la télécollaboration. Encore une fois, un numéro d'Alsic qui va sortir sur le sujet. Un site qui est très bien fait pour les collègues de primaire, collège et lycée qui s'appelle eTwinning, qui permet de trouver des partenaires, parce que c'est souvent quelque chose de crucial, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est bien fait, il y a des exemples de tâches, des exemples de projets qui ont bien réussi, et donc je vous conseille en particulier, si vous êtes dans le primaire ou dans le secondaire, d'aller voir ce qui se passe sur ce site, de trouver des partenaires. Souvent, si on est prof d'anglais, on a la tentation d'aller chercher des collègues anglais et ça devient assez difficile parce que malheureusement en Angleterre, de moins en moins de cours de langue, enfin de cours de français en tout cas, sont enseignés. Et souvent, par le biais de eTwinning, on peut trouver des partenaires, en particulier dans l'Europe de l'Est, ou dans d'autres pays, et on va utiliser l'anglais comme lingua franca, ce qui peut être aussi quelque chose d'intéressant à faire. Un autre projet que j'aime bien, un projet Intent Unicollaboration, qui a été dirigé par certains collègues en France comme Elke Nissen, mais également François Mangenot, d'autres collègues comme Robert Audard, Myriam Hark, et ainsi de suite, hein, qui sont donc engagés dans ce projet Unicollaboration et qui ont mis en place un site de nouveau avec des exemples de tâches et puis la possibilité de trouver des partenaires. Alors c'est un projet qui a démarré l'an dernier et vraiment je surveille très attentivement tout ce qui se passe. C'est extrêmement riche et il y a vraiment des choses à prendre. Et puis plus proche de moi, je voulais parler bien sûr de ce projet que Christine Develotte a mis en place au départ avec François Mangenot. C'était de la synchrone au tout départ lorsque Christine Develotte était en Australie et puis que j'ai repris avec Christine Develotte en 2006 avec, donc je l'ai mentionné avec Rick Kern, puis plus tard avec Françoise Blin. Et dans ce projet, le français en première ligne, vous trouverez le site en ligne très facilement. Il y a des exemples de tâches, des exemples de collaborations qui sont mises en place. Ce qui est particulier avec le français en première ligne, c'est que ce sont de futurs enseignants de français langue étrangère qui apprennent leur métier en préparant des cours et développent des compétences donc pédagogiques, alors que les apprenants à Dublin, à Berkeley, à Chypre, dans d'autres pays, eux ont juste des cours de français avec de jeunes étudiants de français langue étrangère. Donc il y a toujours ce côté authentique et a priori, donc certains, les enseignants, les futurs enseignants de français langue étrangère apprennent leur métier par ce biais-là, parce qu'on sait qu'il va y avoir enfin on peut supposer
que cet enseignement en ligne par le biais de la visioconférence va encore se développer dans les prochaines années. Et puis, les apprenants de français développent leurs compétences orales. Alors justement, ça me permet de terminer cette présentation en disant quelques mots sur un projet que j'ai mené ici à l'ENS qui s'appelait le projet Ismaël avec une vingtaine de collègues. On a travaillé sur un même corpus d'échanges en ligne donc entre Lyon, mes étudiants de Master FLE de Lyon 2 et des étudiants de Dublin City University. Et donc, on a produit en coédition avec Marion Tellier de l'Université d'Aix-en-Provence un ouvrage que je fais apparaître ici à l'écran qui s'appelle Enseigner l'oral en ligne, que vous pouvez trouver aux éditions Didier, qui vient de paraître un certain nombre de chapitres, donc, parmi lesquels enfin, vous pouvez trouver des contributeurs comme Francine Sicurel, comme Lucille Cadet, comme Brahim Azaoui, comme Charlotte Dejean, comme, je ne vais pas faire toute la liste, mais enfin en tout cas, beaucoup de différents aspects qui sont travaillés, donc abordés dans ce livre, et également dans le site compagnon que vous trouverez en ligne. Hein, si vous tapez Ismaël Guichon, site compagnon, normalement vous devriez y avoir accès. Voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de présenter ces projets télécollaboratifs et ce qu'ils peuvent impliquer au niveau du développement de l'oral. Et j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Je vous remercie de votre attention.